Bonjour à tous et bienvenue dans ces stratégies bourse Forex. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image sont bons? Très bien. Apparemment, je vois que tout le monde a de l'image et un son, c'est parfait. Alors, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire live Stratégie Bourse Forex. Très content de vous retrouver après une semaine d'absence, étant donné que la semaine dernière, je n'étais pas là pour assurer un live concernant les différentes classes d'actifs. Ça tombe bien, la volatilité est présente sur les marchés en ce moment. Se passe énormément de choses. Donc, on va essayer de regarder tout ça. Avant de commencer, je vous laisse prendre bien sûr connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec les indices. Si vous avez des questions, des actifs que vous souhaitez voir, parce que j'en ai noté quelques-uns, je trouve pas que c'est la meilleure semaine, on va dire. J'ai pas trouvé d'énormes opportunités. Je trouve que soit on est un peu bas, soit on a eu des mouvements d'énormes excès et qu'on sent que le marché est attentiste, en tout cas, pour trouver d'autres opportunités. Mais si vous, en tout cas, vous êtes positionné sur différentes paires, que ce soit du Forex, des indices, n'hésitez pas dans le chat à me faire part de vos positions ou si vous avez besoin d'une analyse particulière, en tout cas, sur une classe d'actifs SP500. Très bien, c'est noté. On regardera ça. On va faire les indices. De toute façon, les indices, je pense que les indices, c'est le pétrole. Même si le pétrole, il se passe énormément de choses, mais c'est vrai que là, actuellement, faut-il se mettre en face de la tempête? Je ne suis pas si sûr. Mais on va regarder ça en détail, en tout cas, concernant ce qui se passe sur les marchés avec toutes les classes d'actifs. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les indices et le CAC 40 et USD CAD. Très bien, c'est noté. Hop. Je note tout ça et je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors, concernant le CAC 40, où en sommes-nous? Eh bien, tout simplement, on atteint un niveau assez crucial, on va dire, sur le CAC 40, c'est la zone des 4500. Je vais jongler entre le CAC 40, le cash et le futur, parce que c'est important. On a atteint des niveaux hier soir qu'on n'a pas atteint sur le cash. Et USD JPY, ok, c'est noté aussi. Donc, on va jongler un peu sur les futurs, le cash, sur les indices pour essayer surtout en fait de vous donner mes zones et les niveaux à partir de là où ça commence à devenir un seuil critique et dangereux. Tout d'abord, ce qu'on va retenir, c'est que les indices commencent à passer en bear market. Tout simplement, on est quand même là à moins 21%. Beaucoup de places européennes entament un marché baissier à confirmer. On attend bien sûr les banques centrales qu'elles viennent en soutien dans les semaines, voire les jours à venir pour essayer de soutenir les marchés. Et sans ça, pour le moment, eh bien, le marché panique. Bien au contraire, on voit que les rebonds se font rares. On a eu un léger rebond ici, mais pour le moment, la chute d'hier, c'était vraiment un mouvement de panique de la part des marchés. Le pétrole, certes, n'a clairement pas aidé la chose. Moins de 30% sur les plus bas, ça a fait un véritable carnage, que ce soit sur les indices ou le pétrole. Concernant le CAC, on a cette oblique de 2011 à peu près, qui passe par tous les plus bas ici, et on est venu la gaper. Voilà.
essayer d'agrandir un peu. On est venu gaper cet oblique là qui montre déjà qu'il y a un signe de faiblesse de la part du marché. Après, là où j'ai une prise de recul, c'est que le gap qu'on vient de faire est quand même assez énorme. Est-ce qu'on va le combler complètement? J'en suis pas si sûr. En tout cas, combler une partie me paraît envisageable. En tout cas, un retour sur les 5050. C'est vrai qu'on a eu un gros mouvement de panique sur les marchés. On a plongé directement de quasiment 25% en ligne droite. On s'attend bien sûr à un rebond. On est proche de niveaux techniques clés. Toutefois, techniquement, ça commence à se dégrader. Là-dessus, il n'y a pas de doute à faire. Il n'y a pas de doute à avoir. Les fondamentaux aussi se dégradent. Et le problème, c'est qu'on a un flux de mauvaises news tous les jours. Tous les jours, tous les jours. On n'a pas une seule bonne nouvelle venant de l'épidémie de coronavirus. Au contraire, on a l'impression que ça s'aggrave avec l'Italie là, qui ce matin a annoncé vouloir mettre quasiment presque tout le pays en quarantaine. Donc, on a vraiment un flux de bad news tous les jours, ce qui fait que ça crée de la panique, des excès et un pessimisme assez certain sur les marchés. De ce fait, cet oblique vient d'être gapé. Donc, premier niveau à surveiller. On avait un canal vraiment, et là, on vient d'enfoncer ce niveau, et la clôture hebdomadaire va vraiment être importante. Ça va être de savoir si on parvient à rebondir pour reconquérir en direction des 5050 points. Si je me mets en journalier, on a eu un rebond ce matin. On a eu un rebond et on est venu chercher les 4930. Voilà, c'était la zone, c'était le premier niveau. J'en parlais dans le briefing des marchés ce matin. C'était le premier niveau à venir chercher, les 4930. On avait, si on se mettait en 5 minutes pour les traders intraday, voilà, un magnifique double bottom. Juste ici, voilà, on est venu chercher l'objectif vraiment au point près et derrière, ça part pas, ça tient pas. On avait un beau flux haussier ce matin et pour le moment, on voit que ça calme. Donc, concernant le CAC, le premier niveau à franchir, d'où l'intérêt de voir ce que va faire les US cet après-midi, mais c'est la reconquête des 4930. Et ce niveau technique converge avec notre oblique de très long terme. Et on voit en fait que pour le moment, c'est un pullback. Pour le moment, c'est un pullback, mais le gap est tellement énorme ici que pourquoi pas, c'est possible, mais j'ai du mal à croire que le marché ne va pas venir combler au moins une partie de ce gap avant de repartir à la baisse, du moins consolider. J'envisage une zone de consolidation et le pivot clé à tenir, c'est la zone 4005-4006. Je vais passer sur le futur maintenant parce que j'ai fait les zones sur le futur qui correspondent au CFD et c'est un peu plus propre sur le futur. Voilà. Je vais me mettre en hebdomadaire et là, vous avez toutes mes zones. Voilà, donc quoi, on évolue un peu, un espèce de long canal haussier ici d'assez long terme. Pourquoi pas pour mettre une borne haute ici, mais voilà, on voit qu'on a franchi un niveau et que hier soir, on est venu chercher la zone de polarité. Cette zone de polarité, ici, située vers les 4005, 4006, c'est un gros niveau. Si on passe en dessous, on va aller bien plus bas. Ce sera direction les 4000, à peu près, je pense. Honnêtement, c'est le seuil critique sur les indices. On fera le point avec sur le DAX. Mais voilà, si un rebond doit se mettre en place, actuellement il se met en place, c'était sur cette zone qui est à surveiller, la zone 4005, 4006. Donc attention sur les shorts à partir de cette zone-là, parce qu'après 25% de baisse, comme je vous le disais, un rebond est légitime. En tout cas, on s'est fait peur. Certes, les fondamentaux se dégradent. Certes, il y a une prise de panique de la part des investisseurs dans le monde entier. Certes, on s'aperçoit que certains pays risquent de tomber en récession, dont l'Italie, l'Allemagne ou le Japon. Mais après 25% de baisse en ligne droite, un rebond à court terme, en tout cas, n'aurait rien d'illégitime ou au moins une consolidation en espérant que le marché se dise les banquiers centraux vont intervenir. Peut-être que les investisseurs vont être déçus, mais ça va permettre de consolider. Je ne m'avancerai pas pour me dire pour le moment, est-ce que c'est un point bas, est-ce que c'est les soldes, il faut rentrer sur le marché.
D'un point de vue de l'analyse technique, ça ne ressemble pas à des soldes. Voilà, tout simplement. Gap de rupture, un flux extrêmement baissier. Pour le moment, c'est trop tôt pour dire est-ce que c'est les soldes finalement, il faut rentrer sur le marché action, on a perdu 25%, on était un peu haut, on est un peu perché, c'est le moment de rentrer et pour le moment, c'est un peu tôt. Honnêtement, tant qu'on n'a pas assez de visibilité, on n'a pas assez de recul et tant qu'on n'a pas des mesures prises par les banquiers centraux et certains politiciens, il suffit que les mesures déçoivent les marchés derrière, eh bien, pour que les indices chutent. On a bien vu la semaine dernière, je n'étais pas là, mais la Fed a grillé une cartouche bêtement en baissant en urgence son taux au lieu d'attendre la prochaine réunion, montre qu'elle panique, montre que les institutions paniquent. Donc les marchés derrière ont perdu 3%, alors que la baisse a baissé ses taux en urgence. Vous voyez, c'est ça qui fait que les marchés, on sent que l'élastique est très tendu et qu'actuellement, les opérateurs s'attendent à des mesures un peu plus fortes, ou en tout cas avec une meilleure stratégie. Car baisser ses taux d'un coup, finalement, le marché s'est dit, bah, la Fed panique elle aussi, elle baisse dans l'urgence. Résultat, les marchés ont perdu 3%. Certes, ça a repris derrière, mais sur le moment, c'était un mauvais choix stratégique et la Fed a grillé une cartouche sur ces outils qu'elle dispose, en tout cas, pour soutenir l'économie. Donc ici, actuellement, voilà, on est sur un pullback, on est sur notre zone, c'est le seuil critique. Sous les 4505, là, ça risque vraiment de faire mal. En tout cas, on ira sûrement chercher la deuxième zone un peu plus loin à 4000 points, mais on risque vraiment de rentrer en bear market. On y est déjà, on va confirmer ça avec la clôture hebdomadaire, mais sous ce seuil-là, à mon avis, ça risque d'aller plus bas, d'où l'importance de savoir rester à l'écart et d'attendre en tout cas des news, des nouvelles. Certes, il y a toujours des rebonds à faire, que ce soit même en journalier. On avait un rebond ici, mais voilà, les vendeurs se montrent présents sur les 4930, qui correspond voilà, au point bas d'ici. Les deux points bas, ça se montre vendeur. Si on passe, l'objectif, c'est d'aller chercher les 5050. Voilà, d'aller chercher cet objectif-là. Mais là, pour le moment, ça coince. Là, ça coince. Reste à savoir maintenant, c'est extrêmement difficile de déterminer si les indices vont pas reperdre 3 ou prendre plus 3 ou consolider. Je m'attends personnellement à un range de consolidation sur ce niveau-là, à peu près cette zone. Ici, je m'attends à une réaction du marché, en tout cas, ou un peu moins haut, peut-être ici, si on bloque sous l'oblique. Mais je pense qu'on est allé un peu bas, un peu vite. Même si les fondamentaux se dégradent, même si l'élastique était extrêmement tendu sur les indices, du coup, les à la hausse qu'on a eu récemment étaient un excès. Du coup, les excès appellent des excès. On a une baisse exagérée. Je m'attends à une consolidation, en tout cas, sur l'indice sur ces niveaux. Et le seuil critique, c'est les 4005. Si on passe en dessous, là, attention, on va aller chercher, à mon avis, très bas. Et ça peut faire très mal, à mon avis. Pour le moment, ça consolide. En tout cas, on a eu un rebond, mais c'est comme ici, en fait. On attendait, c'était une zone à 5002. Voilà, on a eu un rebond de 250 points. Et derrière, c'est reparti à la baisse. Ici, c'est le cas. On a eu un rebond de quasiment presque 300 points. Allez, on a eu quasiment les 300 points. C'est déjà énorme, 300 points. Le marché prenait quasiment plus 4 depuis le point bas. Donc, c'est beaucoup. Mais à la fois, je me dis que le marché n'a pas envie de payer. Pour le moment, ça se voit. C'est des rebonds très court-termistes en tout cas. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent, ajuster son levier et noter les zones. Regardez que les zones mensuelles maintenant. Toutes mes zones ici, c'est que des zones mensuelles. On casse une zone mensuelle, on va à la deuxième. On casse la grosse zone mensuelle, on va chercher la troisième, ainsi de suite. Vraiment des niveaux d'intervention sur des zones mensuelles ou des obliques qui nous montrent à quel point là où il est important de réagir, en tout cas sur le marché. Là, pour le moment, on voit que pullback, ça ne tient pas. Ça tient pas. Donc, on va voir à 14h30 avec l'ouverture des US. Mais on a déjà atteint un premier niveau, les 4930. Si on casse, pour moi, c'est direction les 5050. Ce sera déjà un bel objectif. Et après, consolidation, je pense. Ou sinon, niveau de consolidation entre les 4005 et les 4009. Mais c'est pas évident de prévoir honnêtement quand le marché a déjà perdu 20% et qu'on se prend encore 8% dans la tête, de se dire ouais c'est bon on va consolider. Pas si sûr.
pas si sûr. On voit que le marché est extrêmement inquiet, comme je vous le disais, et tant qu'on n'a pas des banquiers centraux qui nous amènent du flux, de la bonne news, eh ben, je ne vois pas pourquoi on paierait, même si on allait bas, trop vite. Eh bien, tant qu'il n'y en a pas des bonnes nouvelles, ça risque de coincer en tout cas sur les indices. Donc, voilà un peu le plan sur le CAC. À noter les zones. 4005, 4006, les 5000, 5050, les 4030, ici 4030, niveau très important, couplé avec voilà, la borne de base de ce canal de très long terme, c'est une zone aussi, mais très important. Là, pour le moment, c'est juste un pullback. Est-ce que ça va tenir? On va peut-être remonter. On pourrait très bien, à moyen terme, bien sûr, voilà, venir faire un plus joli pullback en direction des 5000 avant de repartir. En tout cas, voilà. Techniquement, force est de constater qu'on casse des bons niveaux là. Quand même, cette trendline de très long terme qui est cassée, c'est pour ça que je vais attendre la clôture hebdomadaire pour confirmer que c'est soit une mèche, soit me dire très bien, premier signal technique envoyé, sortie du canal B haussier, et le deuxième signal pour moi qui sera le coup de grâce, clairement, c'est cette zone-là. Cette zone-là, vous devez la noter sur votre graphique. Si elle cède, le risque de dérapage est assez important. Concernant le DAX, c'est pareil. Je ne m'attendais pas à ce que la cassure du canal haussier ici, bon, l'objectif théorique a été atteint, ce canal haussier, donc très bien. On allait chercher bien bas aussi sur le DAX. Mais pareil, le pivot clé, c'est les 10 340, 10 500. Voilà. Pourquoi c'est un pivot clé? Parce qu'on voit qu'ici, c'est quand même une zone voilà, où le marché a travaillé plusieurs reprises, cette zone. C'est les plus bas de 2018, quand le marché a lâché une première fois en 2018 et qu'on a perdu quasiment 24%. C'est le point bas. On est venu rebondir sur cette zone. Et là, on est pareil, on est sur du 25%, ça correspond presque au point bas. Sur le futur, elle est un peu plus propre, cette zone. On est allé chercher un peu plus bas. Mais c'est le pivot clé. Et deuxièmement, c'est la ligne de coup d'un double top, surtout. Et si on regarde, pas pour être pessimiste du tout, mais en tout cas, si d'un point de vue technique, si on reporte l'objectif de ce double top, s'il est validé, on va aller chercher très loin. On peut aller rejoindre la moyenne mobile 200 à 8000. Alors certes, on n'est pas encore là pour le moment, on peut très bien avoir un range, tout simplement, comme cela, consolider, repartir, reprendre un peu de hauteur. Mais force est de constater, c'est pour ça que je vous dis que c'est le niveau technique clé à surveiller sur le DAX comme sur le CAC. C'est cette zone-là des 10 400, 10 340, ça correspond à la zone 4005, 4006 sur le CAC. Si on enfonce ces niveaux, derrière, il y a vraiment un risque de dégringolade assez élevé. En journalier, on voit qu'on a essayé de reprendre de la hauteur. C'est vrai qu'on a un gap qui est juste phénoménal, qui est assez monstrueux quand même sur l'indice. C'est pour ça que je me dis, je suis assez sceptique pour me dire la baisse peut continuer en effet, mais je verrais bien le marché venir combler, en tout cas pas complètement, mais ne serait-ce qu'une partie de ce gap, et pareil, consolider, me dire et finalement on a une zone de consolidation ici, au mieux 11 004, sinon vers les 11 200. Voilà, consolider avant de repartir, mais là pareil, on voit que les vendeurs commencent à s'essouffler. On avait un beau rebond ce matin. Essayer de venir chercher la moyenne mobile 50 horaires dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, venir chercher la moyenne mobile 50 horaires. Une première fois, on est venu la chercher ici. Voilà, ce serait de venir de la chercher et de consolider, en tout cas. Si je me mets sur le futur, pourquoi je n'ai pas le futur DAX? Là, sur le futur, en horaire, effectivement, on est en train de venir chercher la moyenne mobile 50. On bute dessus. En hebdomadaire,
voilà, vous voyez, en hebdomadaire, on est venu chercher notre. Bon, il faudrait que j'enlève tout ça, que je refasse, parce que là, c'est des zones plus d'intraday que j'avais mis sur ce graphique. Il faudrait que je les enlève pour faire des zones un peu plus propres. Mais voilà, on est venu chercher notre zone clé ici sur le DAX dont je vous parle, vers les 11 300. Voilà, c'est le pivot, en tout cas à tenir. En dessous, risque de dégringolade et double top mensuel sur des plus hauts historiques, tout simplement. Tant que ça tient, rebond envisageable. Actuellement, plus sur un rebond. Voyons voir les US, ce qu'ils ont dans le ventre cet après-midi pour essayer de retourner un peu, de reprendre un peu de hauteur surtout. Mais c'est vrai qu'on est quand même bien bas et que venir chercher, voilà, combler le gap vers les 10 300, 10 500 reste un objectif en tout cas envisageable, mais après on est à l'abri de rien étant donné qu'on avait déjà perdu quasiment 15%. On s'est pris -8 lundi dès l'ouverture, enfin, du moins durant la séance. Donc ça prouve à quel point en fait, si vous voulez, les marchés sont complètement irrationnels. C'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est pas parce que le pétrole a perdu 30 qu'il ne peut pas en perdre encore 10 derrière. C'est que les marchés sont complètement irrationnels. On a perdu 8, on est en train de reprendre, on a repris 3, et demain on peut très bien reprendre 4. On peut très bien reperdre 4. On est vraiment voilà, dans une psychologie qui fait que eh bien, tout peut changer du jour au lendemain. En fait, on peut très bien voir un rebond de 4 et reperdre 5 parce qu'on entend que l'Italie finalement a mis tout le pays en quarantaine, ça panique. Les marchés lâchent, mais finalement, on se dit, bah, finalement, s'ils mettent tout le pays en quarantaine, eh bien, ça veut dire qu'ils veulent essayer de contenir l'épidémie pour éviter la propagation. Donc, d'un côté, c'est bien, c'est ce qu'a fait la Chine avec son hôpital à Wuhan. Mais ça crée de l'incertitude, ça crée de la peur, ce qui fait que eh bien, les marchés surréagissent, que ce soit parfois dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, en tout cas, sur le DAX, voilà à quoi ce qu'il faut s'attendre. Surveiller les zones sur le cash, mais vous pouvez aussi les mettre sur les CFD ou le futur. Voilà, les zones clés pour moi, ça va être les 10 400, les 10 350. On a une deuxième zone assez intéressante vers les 11 000. Voilà, ici, pourquoi pas. Un niveau d'intervention assez correct, je trouve. Par ici, au niveau des 11 000. Et après, c'est 11 003 et 11 005 au mieux pour venir couvrir le gap. Consolidation. Après, vous pouvez aussi utiliser Fibonacci pour se dire à peu près, avoir une petite idée. C'est uniquement les 23,2. Les 11 003, ça correspond à peu près au 23% de Fibonacci. C'est même pas un ratio assez énorme. Mais pour le moment, il faut avancer, on va dire, étape par étape. Je ne peux pas me dire on va retourner à 12 000, c'est juste impossible de déterminer un scénario comme ça. Le marché attend des news. Voyons voir ce que les banques centrales ont dans le ventre et si elles sont vraiment prêtes à soutenir les marchés comme elles l'ont dit à plusieurs reprises. Dans ce cas-là, oui, on aura un rebond. Si les mesures sont vraiment décevantes et jugées insuffisantes, eh bien, le risque de dégringolade et de poursuite de la baisse, et dans ce cas-là, d'invalidation d'un double top, est assez important. Concernant le Dow Jones, le Dow Jones, ce que j'aime bien sur l'indice américain, c'est que vous voyez la moyenne mobile 200 correspond, voilà, et pareil, sur le Dow Jones, le pivot clé, c'est les 25 400, 25 600. Cette zone, vous devez la mettre sur vos graphiques, absolument. Je l'ai mis sur le futur, je ne l'ai pas mise ici, mais voilà, ça c'est la zone. Un peu plus bas même. Voilà, tac. Ça c'est le pivot clé. Clairement, pourquoi? Parce que voilà, ici on est venu buter à plusieurs reprises, là on a fait un excès, on a réintégré. Mais ici, on a la moyenne mobile 200 weekly, donc ce n'est pas rien. À chaque fois, on voit que ça rebondit, clairement. On vient la chercher, boum, ça repart, boum, ça repart. Et là, c'est ce que beaucoup de monde attend. C'est pour ça que je dis qu'un rebond pourrait se mettre en place. Mais si on enfonce ce niveau, et derrière, bizarrement, comme quoi parfois les prix coïncident bien avec la réalité, mais vous voyez que pour rentrer en bear market, c'est 20% de baisse.
eh bien, si je prends le mon point haut et que je la ramène à la moyenne mobile 200, ça correspond au 20%. Donc, à la fois, ce niveau est très important. Ça montre à quel point c'est le seuil critique, c'est le pivot clé à tenir, et que si on enfonce, eh bien, bear market, en tout cas pour les indices US. Voilà le gros niveau à surveiller. On a d'autres niveaux. Je vais repasser sur le futur concernant le Dow Jones. Voilà. Ici, voilà, belle réaction. Belle réaction du Dow Jones sur la moyenne mobile 200 hier. Il y avait quelque chose à tenter. En tout cas, il y avait un rebond à court terme à prendre sur le Dow Jones après ces 8% de baisse. Peut-être que certains ont vu la moyenne mobile 200 et ont vu la zone ici assez importante. Deuxième élément sur le Dow Jones que je note, c'est qu'on a ouvert avec un gap. Ici, on a ouvert avec un gap et on est en train de reconquérir plus de 50% de retracement de la bougie précédente, du moins le corps. Donc pour celles et ceux qui ont suivi la formation sur le chandelier japonais, on a un piercing pattern, donc une figure de retournement ou du moins qui pourrait mettre fin à la baisse. Bien sûr, il faut attendre la clôture parce que là, actuellement, on est bien, il me semble, au-dessus des 50%. Si je prends à chaque fois le mauvais, on est pile poil dessus, à peu près. Après, je vois pas. On est pile poil dessus. On est pile poil, on est légèrement en dessous des 50%. Donc, il faut absolument que cette bougie clôture au-dessus des 50%. On a déjà le gap, on est sur zone, on est sur moyenne mobile 200. Donc, c'est pour ça que je dis prudence sur les shorts quand même, parce qu'on allait bien bas et que là, on commence techniquement à dessiner des signaux qui montrent une possible fin de la baisse, du moins un arrêt à court terme de la baisse sur les indices américains. Avec ce chandelier qui se met en place d'indécision, voire de retournement, et petite divergence que j'apprécie énormément aussi, qui intervient sur une zone. Donc, elle n'est clairement pas validée, mais elle est en place. Donc voilà, on a plusieurs éléments en tout cas qui montrent que, eh bien, finalement, le peer market pour l'indice américain, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc attention sur les shorts. La séance d'aujourd'hui va vraiment être importante, savoir si au contraire on invalide le chandelier ou on le valide. Et pareil, si on passe ça, il va falloir aller chercher les zones. Et donc là, j'ai plusieurs grosses zones. Donc j'ai la zone pivot clé à tenir 23 400, 23 620. Deuxième zone, on l'a franchie, c'est 24 100, 24 300. Les zones sont assez larges, c'est des zones vraiment larges étant donné la volatilité. Deuxième zone que vous pouvez noter, c'est 25 250, 25 400. Et ensuite, c'est 26 000, 26 100. Et la dernière, c'est 26 650, 26 700, on va dire 26 900. Voilà les zones à peu près où le marché réagit. Et on voit qu'effectivement, ici, ça n'a pas manqué, ici, ça n'a pas manqué, ici, ça n'a pas manqué. Donc voilà, ça, c'est des zones mensuelles, mais on ne peut plus travailler sur des supports avec une telle volatilité qu'on prend moins 4, moins 8. On ne regarde plus les supports 4 heures horaires, on regarde des supports hebdomadaires, mensuels. C'est là qu'il faut voir la réaction du marché. Et effectivement, en hebdomadaire, voilà, on voit que ça réagit bien sur ces niveaux, Ici, voilà, c'est vraiment des niveaux techniques qu'il faut surveiller concernant le Dow Jones. Deuxième élément important sur le Dow Jones, je vais revenir sur le cash. J'évoquais ça dans le webinaire sur les divergences. On a quand même une belle divergence baissière trimestrielle. Donc c'est aussi ça qui me met en alerte. Me dire, quand je vous disais, est-ce que c'est les soldes? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne veux pas avoir un mode être alarmiste, bien sûr, mais elle n'est pas validée. Pour le moment, elle l'est, vu qu'on est en dessous du bruit, ici. Faut confirmer sur clôture de bougie. Mais juste ça, on a déjà un gap trimestriel. Un gap trimestriel, c'est juste très rare d'avoir un gap haussier trimestriel. Et là, on est sur un avalement baissier. Donc, vraiment, le pattern est juste parfait, complet. Vraiment, avec conditions de renforcement, on avale plusieurs bougies, plus haut historique, les fondamentaux ne suivent pas, panique sur le coronavirus, divergence sur les plus hauts.
Reste à savoir si elle va se valider, mais c'est pour ça que j'invite à la prudence et que quand j'entends oui, c'est les soldes, c'est la fin, c'est le moment de se remettre sur le marché. Attendons, de voir la fin du mois de mars parce qu'on est sur une clôture trimestrielle, donc on a encore 3 semaines. La bougie n'est pas belle, là clairement il n'y a pas à se dire on est sur un avalement. Divergence, plus haut historique. Les news derrière ne suivent pas. Alors, je vous invite à la prudence, parce que si celle-là elle est validée, on pourrait vraiment aller chercher plus bas, mais vraiment plus bas, une divergence mensuelle. Pour vous montrer un peu sur le Dow Jones, la dernière qui était en date, c'était en décembre 2018. Et personne ne voulait y croire à cette divergence mensuelle sur le Dow Jones, qui a parfaitement fonctionné. C'est celle-là. On avait une petite, voilà, juste ici. C'était celle-là, la petite divergence. Et on est quasiment venu chercher les 50% de retracement. On va passer sur le S&P, justement, que vous verrez comme quoi elle est propre. Mais on avait cette divergence qui a parfaitement fonctionné. On est quasiment, l'objectif, c'est 50% de la dernière vague de hausse. On est venu les chercher à 400 points près. Mais sur le S&P, on est carrément venu la chercher. Mais cette divergence mensuelle est extrêmement rare. Des divergences mensuelles sur les indices, je peux vous assurer que la dernière remontait il y a bien longtemps. En tout cas, il n'y en avait pas eu. Si, en 2008, il y en avait une. Toute petite, elle n'était pas très jolie, mais on en avait une en 2008 aussi. Mais voilà, la dernière remontait à il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'est pour ça que autant des divergences 15 minutes, 5 minutes, il y en a partout, sur toutes les classes d'actifs, tout le temps. Donc c'est normal qu'elle dysfonctionne, on va dire. Mais quand vous passez sur des unités de temps supérieures, du hebdomadaire, du mensuel et là du trimestriel, vous voyez des divergences comme ça, j'invite à la prudence parce que en général, eh bien, elles ont plutôt tendance à fonctionner. Donc voilà le plan concernant le Dow Jones à surveiller le seuil critique des 25 530. Vous voyez, c'est la moyenne mobile 50 en mensuel, la moyenne mobile 200 en weekly et une résistance, un support horizontal. Voilà, c'est le pivot clé à tenir. Si on enfonce, c'est bear market, en tout cas pour le Dow Jones. Pour le moment, on est plus sur un rebond, ça va rebondir. Reste à savoir, après, comme je disais, si on était sur un swing move, ici on partait, rebond, boum, ça partait sur un swing move, comme sur le pétrole en fait. J'avais fait le point sur le pétrole avec un swing move. On voit que ça donne un objectif plus bas. Donc, prudence, adaptez vos leviers, vos tailles de position. Certes, il y a des gaps à venir combler, je suis d'accord. On pourrait très bien là faire un rebond, aller chercher les 25 392, mais ne soyez pas trop gourmand. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de vols qu'il y a moyen de prendre, en fait, si on est dans le bon sens, de prendre 1000 points sur le Dow Jones. Le Dow Jones, depuis son point bas de ce matin sur le futur, il a pris 1500 points, donc ce qui est énorme. Donc ne soyez pas trop gourmand, prendre déjà 300, 400 points sur le Dow Jones. Ah bah, il vient d'ouvrir en plus, c'est parfait. 14h30, ça vient d'ouvrir. Donc voilà, gap haussier sur le Dow Jones. Et reste à savoir maintenant s'il a la force de venir chercher le gap ici. Voilà, ce serait un premier niveau, ce serait les 25 392 à venir chercher, ou au contraire consolider, et si on enfonce ce niveau, et ben derrière c'est la dégringolade. Concernant le S&P, alors lui le S&P je ne l'aurai pas en live sur le cash, je vais devoir passer sur le futur. Le S&P, voilà, le S&P pour moi la grosse zone. Le S&P en avance sur les autres, enfin bien en retard plutôt. On n'est pas encore sur la moyenne mobile 200. Et là, la vraie zone, pour moi, elle se situe ici, à peu près. Tac. Il y a 19. Bon, là, ce serait les 22. Mais voilà, la zone sur le S&P, ça va être les 2600, 2650, on va dire, à surveiller. Si on casse ce niveau, pareil, ça risque de faire mal. Mais on n'est pas tout à fait sur la moyenne mobile 200. Et c'est elle qui drive, on va dire, les autres indices. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on s'en approche, le marché rebondit. Ici, en 2018, boum, le marché a pris appui dessus. Et là, on se dit, est-ce que le marché pourrait se faire une frayeur
pour justement rebondir et faire un rebond en direction voilà, de cette deuxième zone pour moi intéressante. Ici. Voilà. 2600, 2800, 2950. C'est vraiment les zones, en tout cas, à travailler sur le S&P. Là, actuellement, je n'ai pas la clôture en live, malheureusement. Je vais passer sur le futur. À mon avis, on est sur un gap aussi. On doit être aux alentours de 2800, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est la zone à franchir pour venir combler le gap en direction des 2900, venir chercher les 2950. Sinon, risque assez de dégringolade, pareil, sous les 2650. Et derrière, c'est bear market si on enfonce vraiment ce niveau. On va aller sur le futur. Voilà, on est quasiment venu la chercher. On prend plus de ennemis actuellement. Si je devais tracer mes zones, ce serait première zone ici. Tac, hebdomadaire. La deuxième zone serait à peu près ici, avec la moyenne mobile 200. J'ai une zone intéressante ici. Voilà. Et je pense que j'en ai peut-être une petite troisième par ici, qui me plaît bien. Voilà. C'est à peu près bien en journalier, je trouve. Ça correspond bien aux réactions du marché. C'est à peu près propre. Donc voilà les zones sur le S&P. Zone critique 2006, 2600, 2630. Rebond sur la zone 2007, 2720, 2750. Là, on est venu buter sur la zone 2880, 2846. Pareil, on est en train de dessiner une divergence, mais actuellement, vous voyez que là, on n'est plus dans un piercing pattern, on est dans moins de 50% de retracement, donc la bougie du jour va être importante, vraiment. Si on passe au-dessus, c'est d'aller chercher les 2950. Voilà. Et là, à 2950, ça risque de coincer quand même. Honnêtement, on est sur un gros niveau de prix. Pareil, si on part sur un swing move, imaginons dans l'idée de se dire swing move. Voilà, ça donne un objectif à 2005 en tout cas pour cette correction. Pour ça, prudence et le chandelier du jour va être un peu déterminant et va un peu driver surtout la psychologie, puisque les chandeliers japonais, ça reflète avant tout la psychologie des investisseurs, d'où l'importance de bien les maîtriser pour connaître les attentes du marché. Voilà, on a fait un gros tour sur les indices. Je ne pensais pas passer autant de temps, honnêtement. J'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant les indices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. C'est vrai qu'on a fait un grand tour dessus, mais je pense que c'était important, en tout cas, pour déterminer surtout les zones, les niveaux d'intervention, éviter les pièges bêtement et éviter d'être à contre-courant, surtout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Sinon, on va passer au Forex. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, en tout cas dans le chat. Maintenant, on va passer au Forex. Alors, une explication rapide sur les gaps, s'il vous plaît. Gap de rupture, très clairement, pour faire simple, on va reprendre ici le CAC, parce que je trouve que c'est le plus propre, ou même le DAX, n'importe. Non, pas Carrefour, le CAC. Une étude aussi sur AUD-NZD, pas de souci. Les gaps. Gap de rupture. Ici, ça lâche, gap de rupture. Pour vous montrer aussi un gap de rupture. Après, voilà, c'est pas évident de déterminer un gap de rupture, mais ici, c'était un gap de rupture. Quand ça a lâché comme ça et que derrière, ça rebondissait pas. Donc, on se dit que ça va aller plus bas. Quand un gap de rupture à la hausse ou à la baisse, c'est quasiment pas comblé, donc jamais comblé.
dans l'immédiat. Donc ici, on a eu un énorme gap de rupture. Là, c'est pas un gap de rupture, ici, pour moi. Un gap de rupture, il se déclenche en premier. Ici, on est soit sur un gap de continuation, soit sur un gap d'essoufflement. Le gap de continuation, en général, ça fait gap de rupture, gap de continuation, gap d'essoufflement. C'est ça la logique des gaps. Quand ça lâche vraiment. Sur les actions, ça se voit, c'est encore plus beau de le voir sur les actions. On voit, ça fait gap, gap de rupture à la hausse, gap de continuation, deuxième gap de continuation, gap d'essoufflement. Un peu sur Tesla, quoi, qui a enchaîné 5-6 gaps de continuation comme ça, et au bout d'un moment, ça lâche et ça fait un gap d'essoufflement. Donc c'est à peu près ça le principe. Gap de rupture, il faut se dire, très difficile à déterminer, savoir si c'est un gap de rupture ou pas. C'est après quelques séances qu'on s'en rend compte, mais ça lâche d'un coup. C'est pas comblé dans l'immédiat. Gap de continuation, c'est bon, poursuite de la baisse, comme on a vu, les -8, clairement. Est-ce qu'il va être comblé? C'est ça la grande question, pareil, délicate à savoir. Si c'est un gap d'essoufflement, il est comblé. Voilà. On pourra dire que c'était un gap d'essoufflement si ce gap-là est comblé. Voilà la psychologie. Sinon, c'est gap de continuation et on pourrait encore continuer sur des gaps. Et après, c'est vrai qu'on pourrait encore nous voir un deuxième gap. Je considérerais que si, mais là, ce serait quand même assez impressionnant. Si demain, le marché gap cette zone à la baisse, cette énorme zone, le seuil critique, ce sera aussi un gap de rupture. Mais pour le moment, voilà comment on interprète les gaps. Je vous invite à lire les ouvrages de Steve Nissen, il me semble, sur les gaps, même John Murphy. C'est vraiment complet et c'est très intéressant de connaître la psychologie des gaps, surtout sur le marché action. Mais voilà ce qu'on peut dire actuellement sur les gaps. En tout cas, pareil pour le Dow Jones, hein, si je retourne dessus, gap de rupture. Pour vous remontrer un exemple en 2018 d'un gap de rupture journalier, voilà, il était là. Boum, ici. Gap de rupture. Pas comblé, boum, derrière ça lâche. Exactement, c'est ça, un gap de rupture. Pas comblé, il a été comblé des mois plus tard, quoi. Bien plus tard. Mais voilà, premier signal, on était dans une hausse, on était perché complètement sur le Dow Jones à cette époque. Là, ça lâche. Première secousse, gap de rupture, pas comblé dans les jours qui viennent, on se dit, ah, compliqué, derrière ça a perdu, ça a dégringolé. Exactement le même scénario finalement que ici. Boum, gap de rupture, pas comblé, ça lâche. Voilà un peu la psychologie des gaps à connaître. Et là, on est pareil, on n'est plus sur un gap de continuation. Pour moi, là, c'est pas un gap de rupture, d'où l'importance de les connaître, de les identifier. C'est pour ça que je me dis, bon, gap de continuation, les -8. Si ça parvient, on peut très bien venir chercher ce gap-là. Mais celui-là, c'est un top de long terme. En tout cas, on ne va pas y aller tout de suite. Là, c'est un gap de rupture. C'est pas sûr qu'on y retourne tout de suite. Voilà l'explication concernant les gaps. Donc, on va regarder l'euro US. On va faire les majeurs. C'est vrai que là, je vais accélérer le pas parce que sinon, ça fait un peu long les émissions. Mais c'est important parce que c'est pas des séances qui se passent tous les jours sur les marchés, c'est pas des semaines où on a l'habitude de voir. Donc, je pense qu'il est nécessaire de prendre le temps aussi d'expliquer et faire en sorte que peut-être les émissions durent un peu plus longtemps, mais c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir très fréquemment sur les marchés. Donc, c'est important d'ajuster, d'être précis, je pense, pour éviter les erreurs et les pièges et surtout ne pas cramer son capital, j'ai envie de vous dire. L'euro USD en grande forme. Honnêtement, suite au comblement du gap Macron ici, impressionnante hausse de l'euro USD, plus de 700 pips de hausse. En hebdomadaire, on atteint un gros niveau là. Je m'attends à une correction de l'euro. On est sur une zone chaude, clairement, puisqu'on a atteint, voilà, ici j'ai un gros niveau, j'ai une énorme zone en hebdomadaire. Tac, ici, voilà. C'est la zone chaude de l'euro. Après 700 pips, alors certes on est repassé en tendance haussière, hein, là-dessus il n'y a pas de doute, fin de la tendance baissière, creux de moyen terme, ici on avait un énorme avalement, vous voyez on l'a même gapé sur le Forex, si j'enlève ça, voilà, ouverture avec un gap baissier, avalement, donc là on avait le signal, clairement, derrière bougie flux, 700 pips de hausse, là ça commence à caler, donc
consolidation envisageable de l'euro, mais l'euro risque de rester fort tout simplement parce que si la Fed continue de baisser ses taux, eh ben, sa monnaie, ça affaiblit sa monnaie, donc ça affaiblit le dollar, donc ça renforce l'euro, même si le marché anticipe déjà plusieurs baisses de taux de la part de la Fed. Mais c'est ce qui fait que ça renforce l'euro actuellement, c'est les baisses de taux à venir de la Fed. Donc certes, c'est déjà pricé par le marché, mais l'euro peut très bien aller à 1,17. Toutefois, on est sur une grosse zone, donc pareil, prudence sur les achats, sur l'euro maintenant, on va se calmer. Rester, on va dire, certes c'est haussier, mais je m'attends à une consolidation, et là on a un petit gap, là laissé ouvert qui ne me plaît pas trop, et je m'attends à ce qu'on vienne le combler. En journalier, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que là ça consolide. Je pense que le marché a besoin de consolider tout simplement. Ici on a eu la sortie du canal, magnifique signal technique de hausse. Mais là, ça cale. On arrive vraiment dans la zone dure, 1,1445 et les 1,1530. C'est vraiment la zone à passer. Si on passe cette zone, c'est direction les 1,1750, clairement. Clairement, on va aller chercher les 1,1750 sur l'eurodoll s'il casse cette zone. Là, je m'attends à une phase de consolidation. On est monté vite, haut. Ça devrait consolider sur l'euro-dollar. C'est pour ça que si certains sont à l'achat depuis le bas ici, très bien, bah, pensez à remonter vos stops et à prendre des bénéfices. Mais là, c'est pas le moment de payer l'euro. En tout cas, c'est un peu tôt. Attendre la cassure pour payer l'euro me paraît plus judicieux étant donné l'énorme zone. Voilà, on paye pas une résistance, tout simplement. On attend sa cassure. C'est pour ça que faut se calmer sur les achats concernant l'euro, mais tant que ce gros niveau n'est pas cassé, prudence. On voit qu'on a encore la moyenne mobile 200 là qui vient travailler. Donc voilà, on a fait une belle mèche et je m'attends plus à une consolidation sur l'euro qu'à une nouvelle jambe de hausse, honnêtement. On a un gap ici à venir combler, donc venir chercher les 1,1270 avant de repartir. En 4 heures, on a une divergence. Voilà, on a une belle divergence qui se met en place. Juste ici. Voilà, divergence, elle n'est pas encore validée, puisqu'on n'a pas cassé le bourg ici, mais on a une divergence, ce qui montre que l'euro peut consolider, a besoin de respirer en tout cas, ce qui semble tout à fait légitime après une hausse de 700 pips, à un moment donné, le marché ne monte pas en ligne droite. Hein. Théorie de dos, il monte en, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ainsi de suite. Là, c'est une pure ligne droite, on a eu un petit creux ici, derrière on est reparti. Mais voilà, on a pareil des signaux sur l'euro, on est sur une zone hebdomadaire, divergence 4 heures, donc prudence sur les achats concernant l'euro. Si vous êtes à l'achat et que vous pensez que ça va exploser, très bien, remontez vos stops, prenez des bénéfices. Si vous posez la question est-ce qu'il faut acheter de l'euro maintenant, la réponse est non. Est-ce qu'il faut attendre? Oui, je pense, parce que là, certes, elle n'est pas validée, mais me dire que si on recorrige en direction des 1,1270, venir chercher la moyenne mobile 50 ici, si elle vient s'aligner dans les prochains jours, avant de déclencher une nouvelle vague. Mais l'euro reste haussier pour le moment, il n'y a pas à dire. Et si on casse cette zone, cette direction, les indices nets, mais plutôt en mode attente pour le coup sur l'euro. Pas grand chose à faire. Voilà, la hausse a été faite, le train est parti, trop tard. Si vous êtes dedans, tant mieux. Si vous n'êtes pas dedans, attendez un repli en tout cas ou un signal technique sur des niveaux clés pour reprendre la prochaine vague qui pourrait se mettre en place, en tout cas sur l'euro. L'euro GBP. L'euro GBP, je continue de faire le suivi, étant donné qu'on était dans un range journalier. Certains d'entre vous étaient à l'achat ici. Tous les objectifs ont été atteints, que ce soit la borne haute. Beaucoup me parlaient du double bottom. Pense qu'il y a encore de la marge. Je suis d'accord avec eux. Nous avons encore de la marge, puisqu'on a un double bottom et l'objectif théorique n'a pas été atteint. Toutefois, on est sur des gros niveaux. Ça cale. Les 0,872, pareil. Si on casse ce niveau, ça va exploser à la hausse, à mon avis. On est sur une moyenne mobile 200, là, qui vient coiffer les prix qu'on travaille depuis plusieurs jours. Donc, moyenne mobile 200, journalière. En hebdomadaire, zone d'équilibre du range, hebdomadaire, ici. Zone d'équilibre, attention, c'est un peu la machine à laver, ça travaille, ça part dans tous les sens. Donc, zone d'équilibre,
Moyenne mobile 200 journalière, moyenne mobile 200 weekly, moyenne mobile 50 weekly. Tout est ici, tout est convergent sur l'euro GBP. Donc attention. À mon avis, il va y avoir une impulsion qui va se mettre en place assez forte sur cette paire dans les séances à venir, que ce soit à la baisse ou à la hausse, même si on est plus dans un mouvement de consolidation. Mais ici, voilà, on est sur un gros niveau là, 0,872, 0,8740. Attention, vraiment, voilà, il y a tous les éléments. Et même, j'ai pas mis l'Ishimoku, mais je pense que si je mets l'Ishimoku, à mon avis, il y a moyen que je trouve une petite jaune qui se balade par là-bas dedans. Donc, faut attendre. Faut attendre. Certes, l'objectif n'a pas été atteint, mais c'est très beau ce qui se passe. Bas de range hebdomadaire, figure chartiste sur bas de range, ça part. Bougie impulsive, bougie flux, mais ça consolide, comme sur l'euro. Voilà. Élément que j'aime bien, qui me favorise dans cette prise de décision, qui me dit que le marché va encore pousser à la hausse, c'est en 4 heures. Je l'évoquais ce matin dans le briefing des marchés, mais voilà, là j'aime bien quand je vois ça. Ça, c'est une configuration que j'aime beaucoup. C'est on est monté vite, on va dans des zones de surachat. Finalement, le marché consolide juste, mais on voit que l'indicateur se dégonfle. Tac. Ça permet de dégonfler. Quand le marché consolide, ça permet de dégonfler l'indicateur. Et ça, j'aime bien. J'aime bien cette phase-là, ce qui me dit qu'une nouvelle jambe pourrait se mettre en place. On dégonfle l'indicateur et on consolide dans un triangle ascendant. Et la cassure à 0,8755 donnera une nouvelle jambe de hausse. Voilà à peu près le plan sur l'euro GBP à surveiller. Si on va en dessous des 0,8630, on sera sur un double top, vraiment. Toutefois, une cassure au-dessus des 0,8750 eh bien, est propice, voilà, mouvement de consolidation, indicateur qui se dégonfle, le marché respire, consolide, et là on explose la moyenne mobile 50 weekly, la moyenne mobile 200 hebdomadaire, la moyenne mobile 200 journalière, notre plaquette jaune à mon avis qui est pas bien loin, et on déclenche tout simplement une nouvelle vague de hausse en direction des 0,8950. Voilà le plan. Beaucoup de plans actuellement en attente sur les paires Forex, mais Euro GBP me plaît bien là. J'aime bien la configuration. Et donc, on va regarder ça de près dans les prochains jours, car il pourrait déclencher en tout cas un signal assez rapidement. Voilà concernant cette paire. On va regarder maintenant, on a fait Euro USD, Euro GBP, AUD, NZD. On va regarder aussi le pétrole et l'or, je ne les ai pas oubliés, bien sûr. L'or, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, si, mais il n'y a pas de belle configuration. On a déjà une belle jambe de hausse. Concernant l'AUD USD, alors, tac, tac. Intéressant ce qui se passe. Le RSI qui vient prendre appui. Voilà. Le RSI qui est en train de prendre appui sur notre trendline. Donc, assez intéressant. Le support qui est pas loin des 1,0330. Pour le moment, je vais mettre en hebdomadaire, voir si j'ai un peu plus d'infos. On n'a pas grand-chose sur cette paire. Plutôt baissier dans le sens. On n'a pas une belle bougie ici. On a des gros obstacles au niveau des 1,0490, 1,0540 pour le moment. Le pivot clé, pour moi, bah, c'est tout simplement les 1,0280. Voilà, c'est cette zone-là, clairement. Ça, on peut tenter. C'est une énorme zone, c'est une belle zone mensuelle pour moi. Voilà, ici, un niveau d'intervention intéressant. Voilà, ça passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Peut-être que ça va encore passer la 5e fois, mais ça se tente. Ça, c'est une zone. À moyen long terme, j'attendrai un retour sur cette zone. 1,03, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça, c'est une zone qui me plaît. Signal de retournement, un peu comme ici, avalement, divergence, à voir. Là, on est un peu entre deux, mais cette zone-là m'intéresse. En tout cas, à surveiller, que ce soit une cassure ou pour un rebond, en tout cas. La UDZD, c'est pas mal, la configuration. Mais pareil, un peu tôt pour le moment.
si je me mets là, je vais enlever. Bon, là, on avait un double bottom, il a été un peu larvé, il n'a pas été complètement atteint. Là, on avait un peu un range, là, ça casse. Bon, c'est plus baissier, mais voilà, on a une zone, en tout cas, qui m'intéresse, moi, ce serait les 1,0320, 1,03. Si vous êtes baissier, si vous êtes vendeur là-dessus, bah, c'est très bien. Et effectivement, on a une grosse résistance au niveau des 1,0490, 1,0540. Et oui, l'USD, ce que j'aimais bien, ce qui me semblait, c'est qu'on avait un magnifique. Ce qui me semblait, on avait un pur triangle. On avait un pur triangle sur cette perle. Assez impressionnant. Là, ici, un magnifique triangle que j'avais commencé à tracer. Je pensais qu'il allait être invalidé, en fait, parce qu'on avait fait un premier pullback ici, on était reparti, deuxième pullback, troisième. Et là, en fait, on est venu, mais il a l'air de tenir ce triangle. Bon, c'est un triangle de très long terme, puisqu'il est de 2015 à 2019, mais on a un triangle. Donc, on pourra aller plus bas, en fait. Mais le niveau clé, pour moi, c'est cette zone. Voilà. Cette zone de prix, il y a quelque chose à faire. Là, c'est un peu tôt. Si vous êtes baissier, tant mieux. Actuellement, on s'approche. Voilà. On a une belle zone aussi, juste ici. Voilà, on est un peu dessus. Donc, un peu neutre. Si on casse, direction les 1,07, 1,02, 80, 1,03. Et là, il y a moyen de faire quelque chose sur cette zone. Prendre un rebond technique. Par contre, si on enfonce, là, le marché enverrait un signal assez fort et on irait chercher les 1. Les 1, c'est parfait. Seuil psychologique, juste parfait, en tout cas. Ensuite, GBP face au yen japonais. GBP, GPR, GBP face. Bon, on a une belle sortie de range sur le GBP, mais après. On avait un range, tout simplement, ici. Voilà, sortie de range pour le moment, donc objectif complètement atteint. J'avais posté ce graphe sur Twitter, justement. Pas grand-chose à dire. On tente de reconquérir les 135,7. Voilà. Si vous êtes baissier et que vous êtes à la vente, c'est très bien. Remontez vos stops. C'est vrai qu'il y avait toujours moyen de prendre un rebond. Après, voilà, le yen japonais va se renforcer clairement. Si la situation se dégrade, le yen japonais va être recherché par les opérateurs, ce qui explique tout simplement la chute de la livre sterling face au yen japonais. Gap, on est venu combler le gap, assez neutre. Je préfère pas m'avancer parce que voilà, on est juste venu combler le gap qu'on a lâché dimanche soir. On est venu le combler, pareil sur l'USD face au yen japonais. On le fera après. Donc pour le moment, on est venu combler le gap. La moyenne mobile 200 fait obstacle et on est sur résistance. Voilà, si je me mets ici, les 135,7, vous voyez que c'est les plus bas de là. Ici, c'est une zone 136, 30, voilà. Plus là, ce point bas de 2017, voilà, avec 2019, là on voit qu'on est venu bien travailler ici, et là on est pile poil dessus. Donc l'objectif théorique lui a été atteint, c'est vrai que si ça s'améliore, on pourrait avoir un autre rebond, mais je préfère être neutre pour le moment. Alors certes, le flux est baissier, certes en hebdomadaire, on avait un magnifique avalement, premier avalement ici, un deuxième ici presque, mais pour le moment assez neutre sur cette paire. Voilà, j'aurais besoin d'avoir un peu plus d'historique pour m'avancer, pour me dire, bon, bah, très bien. Si les indices continuent à chuter, on va direction les 130 puis les 126. Là-dessus, il n'y a clairement pas de doute. Mais pour le moment, si on part dans un rebond technique, si les banques centrales soutiennent tout ça, voilà, assez neutre, on pourrait très bien revenir monter chercher les 145. Mais là, pour moi, à court terme, même en 4 heures, peut-être une divergence, peut-être que je ne l'ai pas vue. Effectivement, il y en a une. Elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible, mais il y en a une. Elle n'est pas super belle. Ici, on est un peu haut. On est un peu haut au niveau de ce creux, mais oui, il y a une divergence en tout cas. Voilà. Ici, il y a une divergence. Bon, à voir. Mais voilà, on est sur un gros niveau technique, les 135,7.
Certes, il y a une divergence, donc ça déclenche le rebond. La moyenne mobile 50 arrive en soutien, donc voilà, je ne suis pas fan de cette divergence, je la trouve pas très très belle, pour être sincère avec vous, c'est pour ça. Elle intervient un peu sur zone, mais voilà, le creux ici, entre les deux creux de marché, là, votre deuxième creux, est un peu trop haut pour jouer cette divergence. Clairement, là, quelqu'un qui paye cette divergence ici, le stop est là, font un ratio de 1 pour 2, vous voyez, que de se dire, est-ce que vraiment la livre sterling va remonter à 144? Enfin, le ratio est pas bon, c'est pour ça que j'aime pas cette divergence, c'est que le ratio n'est pas bon, voilà. Et que pour le moment, on était sur de l'excès qu'on a eu durant la nuit, et qu'avoir enfin voilà, il y a une divergence, mais quand le ratio n'est pas bon, on la prend pas, tout simplement. Des divergences, on en trouve partout, presque tous les jours. Mieux vaut se concentrer sur des setups propres qui fonctionnent bien que vouloir prendre toutes les divergences, sachant que la probabilité de fonctionnement d'une divergence est d'environ 70%. Donc celle-là, à mon avis, elle est plus dans les 30% de dysfonctionnement que dans les 70% qui vont fonctionner. Voilà, concernant la livre sterling face au yen, on va faire l'USD face au yen japonais. L'USD, c'est pareil. C'est vrai que c'est une belle chute. Clairement, le pivot, on va reprendre en hebdomadaire. On a un triangle sur l'USD. On a un magnifique triangle. Voilà, ici, de très long terme. Et l'objectif théorique, c'est bien plus bas que les 100, normalement. Donc, magnifique triangle qui s'est quand même mis en place sur cette paire. Là, on a quand même bien chuté. On est quasiment venu chercher ma zone. Bon, la zone, c'est les 100. C'est vraiment le seuil psychologique. Dessus, il n'y a pas de doute. C'est une belle zone ici qu'on est venu travailler. C'est le seuil psychologique des 100. Si on casse ce seuil, on va aller bien plus bas. C'est direction les 94 pour moi. Voire 95 dans un premier temps. Voilà. 97 et 95. Mais le 100, c'est le pivot clé, en tout cas sur l'USD. Là, on est sur la reconquête. Pour le moment, on est sur un pullback de notre ancien gros niveau de support à 104,70. Et pareil, en fait, on est venu juste combler le gap. Là, pour moi, vous voyez, boum, ici, ça lâche avec un gap. Et là, on est venu combler le gap. Pareil, assez neutre, en fait, sur l'USD face au yen japonais. Parce que passer acheteur au-dessus d'une résistance, c'est juste pas possible. Qu'elle casse pour reprendre un peu de hauteur en direction des 106,65, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'avais un peu ce scénario en mode, voilà, c'était la panique sur le yen, on est allé un peu bas. Et le pullback est joli. Ça ressemble à un pullback, je me disais, pour repartir. Après, c'est vrai qu'on est quand même parti bien bas. Et je me dis tout simplement que, ouais, pourquoi pas faire un pullback pour repartir. Étant donné qu'on a notre triangle, après la chute est quand même assez impressionnante de 112 à 101, donc oui, un rebond pareil est toujours envisageable. Mais pour le moment c'est baissier, le flux est baissier et je préfère me dire très bien, si on franchit les 105,35, on repasse notre zone, tout simplement ici. Voilà. Il faut qu'on repasse les 105, 104,80, 104,80, 105. Vu la volatilité, les zones s'élargissent. Mais voilà, c'est un peu le niveau à passer pour reprendre un peu de hauteur. Mais sinon, c'est baissier, clairement, il n'y a pas de doute, c'est clairement baissier. Moi, j'envisageais plutôt un pullback avant de repartir. Voilà, c'est un peu, étant donné la configuration actuelle des indices, étant donné le scénario, là, je vois mal le dollar tout de suite. Au mieux, faire un rebond à 106,65. Ouais, voilà. C'est bien fait les retracements de Fibonacci avec mes résistances. Bon bah voilà, 106,65, c'est 50% de la dernière vague de retracement de la vague de baisse. Voilà, un niveau à mettre sur le graphique, 106,65. Voilà, au mieux ça. Là on est sur les 38,20.
C'est vrai que j'aurais dû le mettre plus avant, le retracement de Fibonacci, c'est intéressant. Il est très propre sur l'USD. Voilà, 38,20, c'est un seuil, ça correspond au gap, c'est vraiment propre. Là, pour le coup, j'avais même pas remarqué, mais c'est vrai que les retracements sont chirurgicaux, en fait, on va dire, par rapport au niveau au seuil technique donné par les prix. Donc, très intéressant. Donc, 38,20, si on casse 50, mais le flux reste baissier. Moi, j'imagine plutôt, voilà, ce scénario. On va aller chercher les 100. Voilà. Je m'attends à un retour à moyen long terme sur les 100. Et là, actuellement, est-ce que, pareil, je pense qu'il y a une divergence 4 heures à tous les coups. Même pas. Elle n'est pas validée. Pas de divergence. Pas de divergence. Et non, pas de divergence. Peut-être en 1 heure. Non plus. Pas de divergence. Voilà. On est sur résistance. Donc, à vous de voir. Je vois pas vraiment de chandelier de retournement, malheureusement, comblement du gap. Certains vont peut-être tenter un short, mais c'est vrai qu'on est sur une zone. Hein. Ça peut être une stratégie intéressante, mais même si je le mets en 4 heures, est-ce que j'ai un chandelier de retournement? Alors, je n'ai pas de chandelier de retournement, c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête, c'est que j'ai rien pour me dire, ouais, pullback et on repart en direction des 100. Donc à attendre, peut-être qu'on aura des chandeliers de retournement, peut-être qu'on va casser, peut-être que la moyenne mobile va descendre tout doucement ici et sur un chandelier de retournement, on se fait dire très bien, ça repart à la cave, mais pour le moment, voilà, en mode wait and see, tout simplement, attendons et voyons. Parce que j'ai pas de chandelier de retournement et je peux pas me prononcer sur un scénario de cassure, parce que je peux pas anticiper une cassure de résistance ou de short à venir parce que j'ai pas d'éléments. J'ai pas assez d'éléments en tout cas, si ce n'est qu'on est sur retracement 38,2 et sur zone technique au niveau des prix. Mais j'aime bien avoir un chandelier de retournement, ce qui augmente quand même vos probabilités de succès dans vos trades. Alors, j'ai fait GBP, euro, euro-yen. Ah oui, euro-yen, intéressant comme paire. Euro-yen, à la croisée des chemins. J'en parlais ce matin dans le briefing des marchés, l'euro-yen. On a une énorme zone convergente ici, moyenne mobile 20, moyenne mobile 200, moyenne mobile 50, résistance horizontale. Donc, si vous étiez à l'achat sur les 116,25, eh bien, très bien, c'est parfait. Ça risque de coincer. Ça risque de coincer ici. On peut reprendre encore un peu de hauteur. Vous voyez, on est venu combler le gap ici, on est allé un peu plus haut. Mais là, la zone 119,75, 120, ça risque de coincer. Voilà. USD4, pas de souci, je le ferai après. Ça risque de coincer. Voilà, c'est ma perspective. La tendance est baissière. La tendance est baissière. On est dans un canal baissier. On évoluait dans un biseau. Belle tendance baissière. Biseau. Cassure par le bas. L'objectif a été atteint, clairement. Premier objectif, comme je le disais, c'est on reporte la hauteur et on reporte au niveau de la cassure. Si l'objectif s'arrête, je ne sais pas, moi, au niveau des 117,30, le TP2, c'est le point de formation du biseau. Donc, il a été atteint. Donc, neutre maintenant. Toutefois, voilà, la zone que je donne, 119, 75, 120, ça risque de bloquer. On a les moyennes mobiles et c'est baissier, surtout. C'est baissier, même si l'euro est très fort, mais on voit qu'on est sur une grosse zone de prix. 119,75, voilà, c'est le plus bas d'ici. Ça correspond au gap Macron qu'on avait vu par là. Il y a encore un petit potentiel de hausse, mais limité, je trouve, sur cette paire. Et j'ai pas de stratégie, là, honnêtement, j'ai pas de stratégie de trading sur cette paire. Un rebond se met en place pour le moment. Ici, c'est devenu intéressant avec la cassure du range. Bon, on l'a sorti du biseau aussi, mais là, l'objectif a été atteint. Voilà, l'objectif a été atteint, clairement. Donc, je repasse neutre. Potentiel de hausse, oui, sauf si les indices continuent de chuter, ça va chuter. Mais attention, on risque d'être limité. Si ça repart à la hausse, ici, ça va coincer. Vraiment, on a une grosse zone. 119,80, 120,40. Le temps qu'elle descende. Plus résistance horizontale. Voilà. Attention ici. Si vous êtes à l'achat, en tout cas, commencez à remonter vos stops si vous êtes gagnant. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes entré en position, mais si vous avez eu un bon point bas, remontez vos stops, en tout cas.
Vous prenez partiellement des bénéfices, mais ne laissez pas le marché, enfin, vous ne laissez pas une position gagnante se transformer en position perdante. Ce n'est juste pas possible. Si vous avez pris, je ne sais pas, 50, 75 pips sur ce mouvement-là qu'il y a eu, c'est stop à zéro et soit prise de bénéfice partiel, soit stop à zéro et on attend que ça aille un peu plus haut, mais elle se transforme pas en position perdante. C'est juste, c'est pas possible, clairement. Voilà un peu sur l'euro face au yen japonais. L'USD CAD. Après, on va passer au pétrole. L'USD CAD, assez propre techniquement, l'USD CAD. Alors, on avait un range. L'objectif a été atteint. J'avais envie de passer neutre même. En hebdomadaire, ce qui me plaît beaucoup, c'est ça. Voilà. L'ancienne, voilà, on bute. Ici, on est sur un gros niveau. Borne basse de l'ancien canal haussier qu'on est venu chercher quasiment pips près. Couplé, couplé à la résistance juste ici. Voilà, une autre zone. Une grosse zone sur l'USD CAD ici à passer. Tac. Voilà. Pour le moment, acheter ici, non, je ne pense pas, clairement. Attendre une cassure, oui. Gros gap sous les pieds, pareil. Prudence sur le Forex, parce qu'en général, les gaps bon, se comblent. Là, on a une petite figure chartiste un peu en... On avait un peu un triangle, quasiment un peu un biseau triangle et un range. On avait une figure chartiste dans une figure chartiste, enfin en hebdomadaire sur du journalier. Là, si je reprends la hauteur de cette figure, tiens, ça me donnerait quoi comme objectif théorique si je prends celle-là? Peut-être qu'il y a encore un peu de place. Hein. Non. Et parfait, objectif atteint. Sortie ici, résistance, on est venu chercher. Donc neutre. Neutre, j'ai pas. Oui, c'est haussier, mais objectif théorique atteint de la figure. Pullback, enfin pullback, pas pullback, mais voilà. Borne basse du canal haussier qui vient renforcer notre résistance horizontale. Donc ici, compliqué. Shorter, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Prudence, vu que c'est quand même bien corrélé au pétrole quand même. Donc c'est pour ça que attention. Vu les mouvements qu'on a vus sur le pétrole, c'est quand même inédit. C'était pas arrivé depuis 1991 quand même. Donc voilà. J'ai pas de signaux, mais on est sur voilà, on est sur un niveau technique. Ça, dessus, il n'y a pas de doute. Certains voudront tenter le comblement du gap, se dire très bien, on est sur une résistance historique, on est sur la borne haute, je mets mon stop loss ici, au-dessus des 1,38 et je vise le comblement du gap. Ça peut être une stratégie. Honnêtement, ça peut être une stratégie. Malheureusement, j'ai pas de signaux de retournement. Voilà. Là, après, c'est à vous de vous dire, cette stratégie, je la sens bien, ça va pas casser tout de suite. Ça peut venir combler le gap avant de repartir, mais comme c'est corrélé au pétrole, si le pétrole dévisse encore une fois, on n'est pas à l'abri. Mais ça peut être une stratégie. Je peux comprendre que certains disent il y a un gap ici, on va venir le combler. Sur du forex, surtout on serait sur du marché action, bon, pas forcément, mais c'est vrai que sur du forex, des gaps comme ça peut être tentant. Ça peut être tentant, on est au-dessus d'une résistance, mais après c'est mon avis, vous faites bien ce que vous voulez, mais j'ai envie de voir un peu plus. J'aimerais bien qu'on ait des chandeliers un peu ici d'hésitation, qu'on revienne vraiment tester cette zone et voir ce que ça donne. Enfin, de me dire, tiens, short pour venir combler le gap. Mais je surveille. En tout cas, je surveille puisque c'est un niveau voilà, que j'ai noté sur mon graphique qui était important sur le USD CAD, mais un peu tôt. Un peu tôt et on n'a pas de signal. En tout cas, même en 4 heures, j'ai rien. J'ai rien. L'avalement, il était complètement annulé. J'ai absolument rien comme signal, à part que c'est haussier. Pas de divergence, pas de bougie de retournement. Au contraire, on a l'impression que ça consolidait. Donc, attendre. Par contre, si on casse la résistance, là, on va aller chercher bien plus haut. Mais on fera le point la semaine prochaine sur l'USD4. J'essaierai de mettre des tweets éventuellement si je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment,
faut attendre. Voilà, sur le Forex, il n'y a pas énormément, les mouvements se sont déjà faits en fait, les principaux gros mouvements ont déjà eu lieu. C'est vrai que maintenant, que ce soit sur les indices, le Forex, voilà, parfois ne pas trader, c'est trader. Ne pas trader pendant une semaine, bah, je considère que vous avez fait une semaine de trading parfaite. Comparé à quelqu'un qui aura fait 15 allers-retours sur le marché, qui au final aura été à contre-courant, la personne qui, elle, a réussi pendant une semaine à s'attacher les mains en voyant la volatilité des mouvements, en se disant non, il n'y a pas d'opportunité, je ne traite pas, bah, je considère qu'elle a tradé, c'est très bien pour elle et qu'elle a passé une étape, en tout cas, dans sa psychologie. Et ça, c'est très important. On fera le point justement dans le prochain webinaire sur la psychologie des marchés et des traders. Voilà concernant l'USD CAD. Est-ce qu'il y a d'autres paires de Forex ou est-ce que je peux passer directement, puisque là ça fait déjà 1h20, c'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire, c'est vrai que c'est un peu long, donc je préfère que ce soit vous qui me disiez tout simplement est-ce qu'il y a des paires de Forex que vous souhaitiez voir maintenant ou est-ce qu'on passe aux matières premières? À vous, j'ai fait l'USD CAD, Euro GBP, GBP face au yen japonais, Euro USD, Euro GBP, j'ai quand même fait les majeurs. J'ai fait les plus importantes, je ne suis pas allé dans d'autres parce que je sais que certains les regardent moins. Donc, dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous ou au contraire, encore une ou deux analyses sur des paires de Forex, sinon je passe directement aux matières premières avec le gold. Une paire que je regarde absolument pas, mais très intéressante. Très intéressante, mais c'est vrai que c'est une paire sur laquelle que j'ai pas fait d'analyse technique dessus, tout simplement. WTI matière première. Ok, on va juste faire cette paire, même que je n'ai pas l'habitude de regarder, donc il y a zéro analyse technique dessus. Ok. Donc, zone mensuelle ici qu'on est venu chercher. Voilà. Gros niveau à 13 pour moi. Là, on est venu chercher, donc ça c'est la zone à noter sur le graphique, c'est les 13. Cet oblique de très long terme aussi à noter, qu'on voit qu'on est un peu pris en étau. La zone des 13, donc là je suis en mensuel. Si je mets en hebdomadaire, voilà, on a notre belle oblique. Non, elle n'est pas très belle celle-là. Niveau des 13, intervention, voilà, c'est une zone hebdomadaire, mensuelle surtout. Sur les 13, il y a moyen de faire quelque chose. Pareil, là, on est deuxième zone intéressante pour moi. C'est les 13,30, clairement. Ici. Ici, je me mets en journalier. Voilà. Et on est pile poil dedans. Voilà. On est pile poil dedans. Pas grand chose à dire. Assez neutre. On est venu combler le gap. Vous voyez? Voilà. Venu combler le gap pour le moment et on est dedans. Et si je mets un retracement de Fibonacci, est-ce qu'on est sur les niveaux des 38,2? Voilà. Parfait. Donc intéressant, intéressant. Pour le moment, on est venu combler le gap. Est-ce que ça va tenir? Mais retenter un achat sur les 13, ça peut être une bonne stratégie de trading, effectivement. On est sur une zone mensuelle, 6 signal, achat sur les 13, objectif 1,1334, et pourquoi un peu plus haut. Mais là, pareil, je suis sûr que, est-ce qu'on a une divergence à mon avis? Non, pas validé aussi, comme sur l'USD face au yen. Mais pareil, prudence, ça pourrait se renforcer. La moyenne mobile qui arrive 50, moyenne mobile 50 qui vient, 38,2. Si ça casse, bah, c'est les retracements de 50% de Fibonacci. Là, la moyenne mobile 250 commence à s'appuyer. Si signal de retournement sur cette moyenne mobile 50, dans ce cas-là, retour sur les 13. Mais à moyen long terme, cette zone m'intéresse. C'est vrai qu'elle est assez propre, je trouve, cette zone mensuelle. Ouais, très propre. Très, très, très propre. Là-dessus, pour du Forex.
Donc sur les 13, 12,90, 12,90, 13, il y a quelque chose à faire. On a fait une touchette une première fois. Là, on voit que ça risque de coincer quand même un peu plus au-dessus des 14. Mais pour le moment, on est sur le 38,2, donc assez neutre. Est-ce que c'est pas plutôt tout simplement, voilà, vague de baisse, retassement de 38,2, boum, pour repartir. En tout cas, ça en prend la forme pour le moment. Voilà concernant cette paire. Maintenant, on va passer au gold, mais ça va être très rapide. Très rapide le gold parce que c'est haussier. J'ai un objectif à 1800. Je le répète depuis un bon bout de temps maintenant. C'est 1800. 1800, on va y aller d'ici la fin de l'année. 1800 et pourquoi pas aller chercher 1900 en deuxième. Beaucoup de messages durant que j'étais absent me demandant pourquoi l'or a chuté, c'était vendredi 28 février. Pourquoi l'or a chuté alors que les marchés baissaient et que l'or est considéré comme une valeur refuge? Tout simplement parce que la chute a été tellement impressionnante sur l'or que les investisseurs ont pris leurs bénéfices pour couvrir certaines pertes et surtout pour répondre à des appels de marge qu'il y a eu sur d'autres marchés. Donc c'était la première fois ici le vendredi, je crois que les indices, je me souviens plus combien ils lâchaient, mais c'était assez impressionnant. Donc baisse de l'or ici, hier aussi, et on a des signaux de retournement à chaque fois, des avalements, mais il faut savoir les invalider parce que ces signaux ne représentent pas la psychologie des prix, ne représentent pas la psychologie des investisseurs. En hebdomadaire, on me disait, oui, il y a un signal de retournement, il y a un dark cloud cover ici. Oui, il y avait un signal de retournement, mais je l'ai vite invalidé parce que, en fait, c'était de l'alerte, c'était de la crainte, c'était du stress de la part des investisseurs qui étaient complètement en panique, qui sortaient leur position sur l'or pour aller se couvrir. L'or va rester haussier et vu ce qui se passe sur les marchés actuellement, les 1800 sont à portée de main. Tout simplement. Voilà pourquoi c'est important parfois de repérer quand les chandeliers peuvent s'annuler, de se dire tiens, pourquoi l'or baisse à ce moment, ça ne semble pas logique que l'or baisse alors que les marchés plongent, que le yen se renforce, pourquoi l'or baisse? Eh bien tout simplement parce que les investisseurs étaient tellement en panique sur d'autres marchés qu'ils ont dû répondre à des appels de marge et couvrir des pertes. Donc ils ont sorti leur position acheteuse sur l'or pour aller compenser sur d'autres marchés. Voilà ce qui s'est passé le 28 et lundi. Mais l'or est haussier. Et il va le rester. Clairement, vu l'achat massif des banques centrales, la Chine qui veut contrer la guerre commerciale avec Trump, même si l'accord de phase 2, du coup, c'est clairement pas pour tout de suite, vu l'épidémie de coronavirus. Mais voilà, l'or a encore de très beaux jours devant lui. Là, ce qui est dommage, c'est que on consolide. À chaque fois, on consolide, on explose, on consolide, on explose, on consolide, on explose, on consolide, on explose. Là, on ne consolide pas. Là, on a des bougies un peu. 1700, c'est un objectif qui a été atteint et j'aimerais bien revoir l'or, voilà, consolider à nouveau, repartir un peu dans une figure chartiste avant de déclencher une nouvelle vague de hausse. Là, on est un peu haut. Je considère que l'or, bon, c'est certes, ça va rester haussier, mais c'est peut-être pas le meilleur point d'entrée, en tout cas les 1655. J'aimerais bien les 1625. 1625, ouais, 1625, c'est vraiment, j'aimerais bien avoir une zone de consolidation un peu ici. Voilà. Tac. 1625, on consolide, et derrière, et ça explose. Voilà. Cassure des 1700, direction 1800. Voilà un peu mon scénario sur l'or. C'est pour ça que je dis que j'ai pas grand chose à dire parce que d'habitude on consolidait dans des figures à chaque fois, donc j'avais de quoi vous donner le tempo un peu sur ce marché. Là actuellement on a eu des sacrées baisses, des sacrées hausses, mais on consolide pas. Enfin, on consolide, mais il n'y a pas une belle figure, il n'y a pas un signal là pour le moment. Je l'attends un peu plus bas. Là, on est un peu haut, je l'attends un peu plus bas pour me dire il va nous déclencher encore une nouvelle vague de hausse bientôt et direction 1800. Mais en tout cas, voilà, mon objectif est clair, c'est 1800 d'ici la fin de l'année et si on casse, c'est 1900. L'or est haussier, a de très beaux jours devant lui.
Si vous avez des trackers sur l'or, en tout cas, bah, c'est parfait parce qu'étant donné, c'est un super actif. Il prend 21% l'année dernière, donc 18. Je crois que c'est 21 sur l'or en euros et pas en dollars. Et là, il nous fait plus 10. Voilà, il a déjà fait la moitié en seulement 3 mois, même pas. Donc voilà, l'or, c'est très beau ce qu'il réalise. Il a encore de beaux jours devant lui. Faut juste trouver les signaux opportuns et éviter d'être à contre-courant sur l'or. C'est haussier, ça va le rester. Certes, on peut avoir des petits replis, faire des petites ventes ici. Je sais que certains ont fait des ventes ici, c'est très bien. Mais je chercherais plutôt des achats sur repli que tenter des shorts de l'or, clairement. C'est pas la bonne stratégie. Là, honnêtement, la meilleure stratégie, c'est de dire, tiens, trouver des bons points d'entrée, des replis. Je sais qu'ici, c'est une zone de polarité à 1625 si je mets mon hebdomadaire. « 1625. Ouais, c'est ma zone ici, voilà. C'est la zone là. Là, on est venu travailler ici, vous voyez toutes ces mèches qu'on a là. Voilà, le marché est venu travailler. Bien, bien, bien travailler. C'est pour ça que je l'attends un peu plus bas. 1625, ça peut être pas mal. Ça peut être un bon point d'entrée, sauf si les marchés continuent, on va dire, à gerber. Mais sinon, 1625, je surveille. Voilà, c'est mon niveau. On fera le point dans les jours, séances à venir, mais c'est un niveau qui m'intéresse en tout cas. Maintenant, pour terminer, on va regarder le pétrole. Que dire du pétrole? Ouais, il prend 8%. Ne vous mettez pas à contre-courant, j'ai envie de vous dire. Je sais que beaucoup sont tentés d'acheter le pétrole, mais vu ce qui se passe, mon conseil, ce serait tout simplement d'aller sur d'autres marchés. Il y a peut-être mieux à faire ailleurs que de se dire, tiens, je vais me mettre sur le pétrole et un peu croiser les doigts. Est-ce que le gap va être comblé? Honnêtement, je n'y crois pas vraiment. Une partie du gap, oui, mais là, ce que je disais ce matin, en fait, c'est si je prends... Elle est où la baisse? Voilà, si je prends cette séquence qu'on a eue ici, on a eu pas mal des gaps. Hein. Ça a lâché ici, ça a lâché ici, ça a lâché ici, ça a lâché ici, ça a lâché ici. Ça a relâché et ils n'ont pas été comblés tout de suite. Hein. Donc c'est pour ça, prudence sur le pétrole, il reprend 8, il peut très bien en reperdre 5 demain. Donc vous voulez vous mettre sur le pétrole, pourquoi pas. Ajustez votre levier, je vous demande juste ça, ça va être de stop large, levier faible et pas all-in sur le pétrole parce qu'on pense qu'il est allé trop bas, que moins 30 sur les plus bas c'est beaucoup et parce qu'il est allé trop bas, il ne peut pas aller plus bas. Non, il peut très bien encore faire moins 10, comme il peut faire plus 10, hein, là-dessus je ne m'en cache pas. Mais prudence sur le pétrole, il est extrêmement volatile et là je n'ai pas de gros horizons. Je parlais du swing move dans le briefing des marchés et de la sortie de range qui donnait le même objectif à 41,5. Bon, il est venu pulvériser l'objectif des 41,5. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille à 32. À moyen long terme, je suis baissier sur le pétrole, clairement. Voir un baril de Brent à 27 $, clairement, je ne serais pas étonné. Même à 25, ça me choquerait pas. Mais viser, se dire, je me mets achat ici. Après, je sais, en plus, on a une figure de retournement ici, on a une piercing pattern, donc, comme sur les indices. Mais prudence, ici, on avait un avalement aussi, il a dysfonctionné. Voilà, avalement, dysfonctionné. Pourtant, il était beau, hein, mais il n'a pas fonctionné. Tout simplement parce qu'on attendait les news venant de l'OPEP et ils ne sont pas d'accord. Avalement, pareil, ici, hebdomadaire, boum, dysfonctionné. Voilà, donc prudence avec les chandeliers japonais, prudence sur le pétrole, un rebond à faire, oui, ne soyez pas trop gourmand. Ne visez pas non plus l'objectif des 45. Ça me semble un peu ambitieux, honnêtement, je vous le dis. Venir chercher les 41, pourquoi pas.
Élément de comparaison que j'aime bien faire, c'est de se dire que si l'histoire se répète, que ce soit au niveau des prix, tout simplement, et que ici on a perdu du plus haut au plus bas, on a perdu quasiment 73%. Ici, on a perdu à peu près, si je pense une baisse, tac, 75%. Et que là, on en est à 63. Donc si on devrait faire à peu près une moyenne au niveau des 75, ce serait un baril à 23, 21. C'est pour ça que je vous dis que je ne serais pas étonné de voir un baril à 20, vu ce qui se passe à moyen long terme. Mais j'aime bien cet élément de comparaison, ces crashs qu'on a eu ici à chaque fois, moins 75, moins 75. Et là, eh ben, on a fait moins 63. Donc moins 75, c'est 22. Mais là, c'est vraiment une prévision de moyen long terme. Voilà un peu sur le pétrole. Je vais passer sur le WTI car je trouve un peu plus propre. Mais je préfère pas, là, pour le coup, me dire je me mets aussi sur le pétrole, allez-y, stop là-dessous et on va aller chercher le gap. Non, clairement pas. Ça, je peux pas adopter ce scénario-là sur le pétrole, vu ce qui se passe. Oui, il y a eu de l'excès, oui, on allait peut-être un peu bas, un peu fort, mais me dire que on allait trop bas, ça va forcément remonter, non. Non, non, non. Ça, c'est trop en mode casino et j'aime pas ça. Je préfère voilà, attendre un peu. Ah si, il y avait ça que j'avais remarqué d'ailleurs. Je sais plus si je crois que je l'avais mis. Voilà. Mon fanion de consolidation, il est beau. Voilà. Je l'avais oublié celui-là. Petit fanion de consolidation en 1 heure. Donc, honnêtement, si on casse, voilà. Voilà pourquoi je ne suis pas haussier sur le pétrole quand je vois ça, quand je vois cette chute, la moyenne mobile 50 là, qui arrive. Alors peut-être qu'on va casser au-dessus, si on casse au-dessus, il sera invalidé. Mais si ça casse en dessous, bah, cette direction, je serais direct si c'est un fanion, il faut reporter le mât presque. Plus un biseau du coup, mais on peut très bien retourner sur les 32. Voilà, voilà pourquoi je suis sceptique sur le pétrole, c'est que gros gap, gros flux, l'Arabie Saoudite qu'on fait qu'à sa tête, la Russie qui écoute pas. Derrière, figure de consolidation pour le moment. Si ça lâche, on va aller sur des plus bas. Donc prudence, certains sont peut-être à l'achat, mais remontez vos stops. Honnêtement, remontez vos stops et ne restez pas en mode espoir, puisque c'est un marché qui peut perdre 4% derrière. Très important. Le WTI pour terminer ce live, qui lui est un peu plus propre, parce que j'ai un historique un peu plus long que je trouvais intéressant. Mais c'est la même chose sur le WTI en 1 heure. Voilà, biseau. C'est la même chose. Donc bon, s'il arrive au bout, il sera invalidé. Voilà. Petite astuce des biseaux, des triangles, si vous ne le saviez pas. De toute façon, je devrais faire un chapitre sur les figures chartistes après, mais si vous ne comprenez pas, écoutez bien, c'est très important. Si vous tradez les figures chartistes et que vous ne comprenez pas pourquoi l'objectif théorique n'a pas été atteint, regardez à partir de quand la sortie a eu lieu sur votre figure. On va prendre un exemple. On va regarder cet exemple. Si la sortie se fait un quart avant la fin, l'objectif théorique sera logiquement atteint. Si la figure se fait, et puis on atteint le bout de l'apex, vous voyez ici, on va trop loin, là, on va trop loin sur l'apex, on s'approche quasiment de la sortie, ça va être foireux, tout simplement. En fait, ça va fonctionner, mais on sera allé trop loin au niveau de l'apex, du bout de la figure, et elle va perdre en vitalité. Du coup, la vague, l'impulsion qui va se mettre en place sera pas aussi importante que si on casse avant. Voilà la petite astuce sur les figures chartistes qui marche très bien sur les triangles et les biseaux. C'est que plus on va au bout, qu'on relie nos droites, eh bien, plus le mouvement s'essouffle et perd un peu en profondeur, en vitalité, et on risque d'être un peu déçu. Ce qui fait que parfois, eh ben, on n'a pas l'objectif théorique n'est pas atteint. Alors
Au contraire, si on sort assez tôt de la figure, avant, voilà, qu'on a parcouru les 3/4 et qu'il reste à peu près 1/4, et bien là, ça donne une probabilité, on va dire, d'atteindre l'objectif qui est quand même un peu plus important. Voilà concernant les figures et petite astuce à un moment donné pour les trader comme il faut. En mensuel, ce qui me plaisait aussi, voilà, c'est cette oblique. Je vais me mettre en trimestriel. C'est cette oblique, voilà, qui date depuis 1998, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, 1998. 2016, et là, boum, on est venu faire une mèche un peu assassine, en mode chasser des stops. Je ne sais pas si des gens avaient des stops aussi larges avec un gap aussi monstrueux lundi, mais bref, sur excès, voilà, il y a cette oblique qui tient, qui dit tiens, pourquoi pas, oblique de très long terme. Est-ce que ça va suffire à soutenir le pétrole? Je ne pense pas. Un rebond, oui, est envisageable. Ce que je parlais ce matin dans le briefing, je me disais, voilà, là on a une zone trimestrielle ici. Vous voyez, tac, avec toutes ces mèches en dessous. Si je la prends, belle zone, voilà, à peu près ici. Et je vais prendre le close ici, voilà. Là on a une belle zone, excès, close en dessous, mèche, mèche, de la mèche, du body, voilà. Donc un rebond sur les 37 me semble envisageable, oui. Sauf si on sort par le bas du biseau. Donc, on a une mèche, on a une zone. Et vous voyez que cette zone, si tu veux mon journalier, je vais me remettre comme il faut, eh bien, ça ne correspond pas au comblement du gap complet. D'où, voilà, ce serait peut-être un simple rebond sur la zone trimestrielle avant de repartir. Plutôt ça que j'ai comme stratégie. Sauf si on sort par le bas du biseau horaire. Dans ce cas-là, on ira chercher les 27. Mais si effectivement on a une tentative de rebond, ça risque de coincer sur les 37, allez, 37,3, 37,3, 38,3. Voilà, cette zone-là risque de coincer un petit moment et pourrait empêcher le comblement du gap totalement avant de repartir à la baisse. Voilà un peu la prévision. De toute façon, je suis baissier à moyen long terme sur le pétrole. Là, oui, je reconnais qu'on est peut-être allé un peu bas, mais c'est pas parce qu'on vient de prendre, qu'on est en train de prendre 8% qu'il ne va pas en perdre 4 demain. Mais si rebond se met, je n'irai pas chercher, si en tout cas, si je devais me mettre à votre place et que j'étais acheteur sur le pétrole, je me mets dans la tête de quelqu'un qui est passé acheteur, et bien si je suis acheteur, je vise ce niveau. Les 37, les 38. Je vise pas le complément du gap. Trop risqué. Trop cupide. Trop ambitieux pour moi. C'est vraiment... ça fait non. Je le sens pas ce niveau. Ça risque d'être compliqué. Venir chercher ce niveau, voir la réaction du marché. Pourquoi pas s'alléger, prendre des bénéfices. Si ça casse, viser le complément du gap. Mais si changer de retournement, dans ce cas-là, c'est juste pullback sur zone trimestrielle et on repart à la baisse. Voilà un peu les perspectives concernant le pétrole. On fera le point plus en détail la semaine prochaine. On aura déjà eu un peu plus d'animation de marché, on va dire, avec les banques centrales. Parce que là, le gap, moins 20, moins 30 au plus bas. Voilà, j'aimerais avoir un historique de prix un peu plus important pour établir un scénario. Mais là, pour le moment, c'est un peu court. Mais voilà, ce serait le rebond, en tout cas, s'il a lieu, c'est ici. Mais prudence à ce petit biseau là, consolidation qui pourrait aussi envoyer le pétrole finalement, mettre fin au rebond. Donc voilà, notez ça, voyez ce qui se passe si on casse. Sinon, si on casse par le haut, il est invalidé. Dans ce cas-là, c'est les 37, 38 à venir chercher.
et ne soyez pas trop gourmand en essayant d'aller chercher les 41 si vous êtes à l'achat sur le pétrole, parce que je viens de regarder le SSI de IG Market et je crois que 80% des particuliers sont à l'achat sur le pétrole. Donc, ce qui fait un peu beaucoup. Et c'est souvent un indicateur contrariant. Donc, en général, quand les particuliers sont à l'achat, le marché fait le contraire. Et là, vous êtes 80%, je crois, à l'achat sur le pétrole. D'où, voilà pourquoi j'invite à la prudence, en disant, si vous avez réussi à avoir le point bas durant la nuit à 4 heures du mat, super. Vous remontez votre stop. Si vous êtes acheteur seulement ce matin à 9 heures sur les 33, prudence. Prudence, voilà. Si ça casse, faut sortir. Si ça casse par le haut, dans ce cas-là, ne soyez pas trop gourmand. Mais il y a énormément de particuliers à l'achat sur le pétrole. C'est ça qui me dérange aussi quand je vois le SSI, que je vois autant d'achats. Alors certes, il y a 8%, mais j'ai vu les dégâts que ça a fait sur le CAC. Quand les particuliers étaient à l'achat, vous étiez, j'en avais parlé en plus sur le CAC, mais quand vous étiez c'était dommage en plus, vous étiez 84% à la vente ici, 84%, donc vous étiez dans le bon sens. Les particuliers étaient dans le bon sens. Et ici, on est passé de 84% à la vente, là, alors qu'on validait un double top, je crois à 65 ou 70% à l'achat. Derrière, le marché est parti. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est regardez le SSI, vous allez sur le site de DailyFX, il est disponible. Regardez le SSI. Je l'ai découvert, je ne le regardais pas énormément, mais parfois, ça me conforte dans des analyses. Ça m'aide à faire quelques analyses, on va dire. C'est très important de le regarder. Honnêtement, quand j'ai des gros niveaux techniques et je me dis, mais tiens, quelle peut être la réaction du marché, je vais regarder le SSI. Tiens, on est sur un support mensuel, on est sur un support, une résistance. Quelles sont les attentes des particuliers, comment ils sont positionnés? Et là, c'était le cas. Ici, j'ai vu le SSI à 65%. Acheteur, alors qu'ici, vous étiez dans le bon sens. Derrière, ça n'a pas manqué. Vraiment, c'est un bon indicateur. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur le site et je crois qu'il y a des tutoriels concernant cet indicateur. Mais il est très facile à maîtriser, c'est pas bien compliqué, mais force est de constater que parfois, ça peut vous éviter quelques coquilles. Eh bien, cette stratégie bourse Forex touche à sa fin. En tout cas, 1h45, c'était un peu plus long que d'habitude, mais je pense qu'après 2 semaines d'absence, c'était important de faire le point sur les marchés. Surtout vu la volatilité, vu ce qui se passe, vu les bear markets dans lesquels on est en train de rentrer, je prends le temps d'analyser, d'essayer de faire les meilleures analyses pour vous éviter les pièges, pour éviter de cramer son compte, son capital, d'adapter son levier, son money management, parce que c'est dans ces périodes-là que des comptes peuvent voler en éclats. Et je considère qu'il faut être prudent, ne pas être partout sur tous les marchés, essayer, comme sur le pétrole, clairement. Là-dessus, je me bute, mais je continuerai à me buter, à me dire que c'est pas le meilleur marché actuellement. Les indices, attention, c'est quand même dangereux. Vous voyez, là, ça repart déjà à la baisse. Ça paye pas. On a fait un rebond, mais ça paye pas pour le moment. Donc, l'élastique est très tendu. Ce qui se passe actuellement, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est pas rien. C'est pas les soldes, clairement. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et c'est important de prendre le temps de voir, de mettre les bons niveaux. Au moins, si vous restez à l'écart, vous prenez mes niveaux qui sont sur les graphiques et je pense qu'ils sont plutôt pertinents. Vu le temps que je passe dessus, j'espère en tout cas que ça vous aide, tous les niveaux techniques que je peux vous donner sur les indices ou sur le Forex. Mais voilà, soyez prudents, faites attention à vos positions, au levier, ne pas trader, c'est trader, ne l'oubliez pas aussi. Je ne vais pas vous forcer à trader, clairement pas. Bien au contraire. Le but, c'est la durée, c'est la longévité sur les marchés. Et ça, parfois, il faut rester à l'écart quand on est débutant, même les experts, qu'on ne se sent pas à l'aise avec ce marché. C'est un marché de mèche, c'est un marché avec d'énormes volatilités, ça part dans tous les sens, moins 20, moins 8, plus 8, plus 10. Voilà, faut prendre du recul et ne pas trop anticiper les mouvements, ne pas être trop gourmand.
et ne pas se dire, et surtout ne pas attraper un couteau qui tombe. Voilà, c'est ça, ça le fin mot de l'histoire, que ce soit sur le pétrole ou les indices. C'est pas parce qu'on a fait moins 15 qu'on peut pas faire moins 8, qu'on a fait plus 4 ce matin, qu'on est seulement à plus 0,58, qu'on va peut-être clôturer à moins 1. Vous voyez, c'est que voilà, si vous êtes dans le bon sens, j'ai envie de vous dire, prenez vos bénéfices et tirez-vous, tout simplement. Ne soyez pas trop gourmand parce que le marché peut très vite tout reprendre vos gains, étant donné ce qui est en train de se passer actuellement sur l'ensemble des bourses. Donc, quand vous êtes dans le bon sens, suivez bien vos positions. L'overnight peut être très risqué. Vous l'avez vu ce week-end. Il y a eu des décalages de -2 sur le Forex en gap. Donc, ça peut faire très mal. Sur le pétrole, -20. Prudence sur les overnight aussi. C'est ça que je veux vous dire sur les overnight, les over week-end. Si vous avez de la marge, tant mieux. Si vous n'avez pas de marge, on coupe, tant pis. Le marché sera là demain. Le marché sera toujours là. Mais voilà, ça sert à rien de se réveiller lundi matin, dimanche et de se prendre -3, être en appel de marge parce qu'on était en mode espoir et que c'est allé trop bas et que ça ne peut pas continuer à aller trop bas, que le marché doit remonter. On est sur de la panique. Ouais, le rebond ne paye même pas actuellement. Donc la panique, voilà, on regarde l'indice de la peur, le CNN Money, on est à 4. Bon, bah ouais, on est à 4. On est monté à 97. Si je vous le montre, il est où? Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Bon, la connexion n'est pas terrible en plus. Bref, on est à 4 sur ces. Je vous invite à consulter l'indice Fear and Greed Index. Très intéressant. Si vous pouvez aller voir cet indicateur, en tout cas, là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le mettre. Voilà, on est à 5. On était à 96, on est passé à 5, mais il peut très bien tomber à 2 et continuer. Voilà, en général, c'est l'indice voilà, Extreme Fear, donc on achète quand on est vraiment au plus bas et on vend quand on est vraiment au plus haut. Bon, on est monté à 96 ou 97, on peut très bien descendre à 2 ou à 3. Hein. Mais là, pour le moment, on peut très bien rester aussi en extrême fear pendant 4-5 jours et perdre encore quelques pourcentages. Mais voilà, c'est un indicateur, pareil, comme le SSI, qui est intéressant de maîtriser, en tout cas. Et mais voilà, c'est pas parce qu'on allait plus bas, qu'on a fait des nouveaux plus bas, qu'on ne peut pas aller encore plus bas et on n'attrape pas un couteau qui tombe surtout. C'est ça le plus important actuellement, ce qui est ça qu'il faut retenir avec votre money management. J'espère avoir répondu à toutes vos questions dans le chat. En tout cas, c'était un super live. Vous étiez très nombreux en plus, ça m'a fait énormément plaisir. Je vois, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter. Je suis entièrement disponible, je réponds à tout le monde. Je sais que certains d'entre vous échangent avec moi quotidiennement, donc je leur réponds, on partage des graphiques. N'hésitez pas à venir me voir ou sur mon adresse mail, tout simplement. Je vous la donne ici. Si certains d'entre vous n'ont pas Twitter et préfèrent échanger avec moi par mail, voilà, je viens de vous envoyer mon adresse mail, comme ça tout le monde là si vous souhaitez échanger avec moi. En tout cas, je vois qu'il n'y a plus de questions, tout est OK pour tout le monde. J'ai passé en revue, je pense, pas tous les actifs, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je vérifie une dernière fois. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre participation, de votre attention. On se retrouve soit demain sur YouTube, mais plus pour l'enregistrement, pour le briefing des marchés disponible sur notre chaîne YouTube. Sinon, je vous donne rendez-vous pour le prochain live la semaine prochaine à la même heure à 14 h pour un live à peu près pareil d'1 h, 1 h 15. On essaiera de faire un peu plus court pour le coup. Et sinon, pour les autres, eh bien, ce sera rendez-vous le 25 mars pour le webinaire d'EliFX Université sur
le money management et la psychologie des marchés. C'était un choix, enfin du moins vous aviez voté à travers le rapport. Vous avez été nombreux à me demander ce webinaire. Donc, il tombe parfaitement bien avec ce qui se passe actuellement sur les marchés. Donc, ça va être un réel plaisir de vous préparer ça, vu la volatilité et vu actuellement justement le money management est la clé du succès pour survivre dans de tels marchés. Donc, ça tombe à pic et je me ferai une joie de vous réaliser un super live concernant le money management et la psychologie. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, restez prudents, adaptez votre levier et on se retrouve la semaine prochaine pour faire un point sur les marchés.